Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Les maîtres des dragons. Un roman court par Jack Vance. Chapitre 2. À une quinzaine de kilomètres du Val Baalbek, de l'autre côté d'un désert balayé par les vents et constitué de crêtes, de rochers escarpés, d'aiguilles rocheuses, d'étranges crevasses, de landes et de prés émaillés de blocs renversés, s'étendait la vallée heureuse. Aussi large que le Val Baalbek, elle ne faisait toutefois que la moitié de sa longueur et de sa profondeur. Son sol, composé de terre apportée par le vent, était moins épais et par conséquent moins fertile. Le chef du conseil de la vallée heureuse se nommait Hervis Carcolo. Il s'agissait d'un homme solidement charpenté, aux jambes courtes, au visage expressif, à la bouche épaisse, et doté d'un tempérament tour à tour facétieux ou courroucé. Contrairement à Joas Baalbek, Carcolo appréciait ses visites dans les baraques des dragons par-dessus tout. Là, il traitait maîtres dragons, palefreniers et dragons de la même façon, déversant sur eux une avalanche de critiques, d'exhortations et d'invectives. Hervis Carcolo, d'une nature énergique, était résolu à redonner à la vallée heureuse l'influence qu'elle avait eue une douzaine de générations auparavant. Durant cette rude période, avant l'avènement des dragons, les hommes menaient leurs propres combats, et les mâles de la vallée heureuse étaient particulièrement audacieux, habiles et impitoyables. Au Val Baalbek, dans la grande faille septentrionale, au havre de Clou, dans la vallée Sadro et dans le ravin Phosphore, tout le monde reconnaissait l'autorité des Carcolos. Mais un jour, en provenance de l'espace, un vaisseau de basique, ou de greffe, comme on les nommait à l'époque, se posa. Ses occupants tuèrent ou emprisonnèrent toute la population du havre de Clou. Ils tentèrent de faire de même dans la grande faille septentrionale, mais n'y réussirent que partiellement. Ils bombardèrent alors les habitations restantes de projectiles explosifs. Quand les survivants regagnèrent leur vallon dévasté, la prédominance de la vallée heureuse n'était plus qu'un souvenir. Une génération plus tard, pendant l'âge du fer humide, ce souvenir lui-même s'estompa. Au cours d'une bataille décisive, Gos Carcolo fut capturé par Kergan Baalbek et obligé de s'émasculer avec son propre couteau. 5 années paisibles s'écoulèrent, puis les basiques revinrent. Après avoir exterminé la population de la vallée Sadro, l'énorme vaisseau noir se posa dans le Val Baalbek, mais les habitants, ayant compris la leçon, avaient fui dans les montagnes. À la tombée de la nuit, 23 basiques se mirent en route à la suite de leurs guerriers rompus au combat, plusieurs sections de cavaliers lourds, une escouade de porteurs d'engins au physique qui rappelait étrangement celui des hommes d'Aerlit, et une escouade de traqueurs, quant à eux tout à fait différents. La tempête vespérale qui s'abattit sur le Val Baalbek empêcha la sortie des ailes volantes en attente dans le vaisseau. Ceci permit à Kergan Baalbek d'accomplir un exploit étonnant et de devenir une légende du Raerlit. Au lieu de rejoindre ses nombreux sujets qui fuyaient vers les hauts éboulis, il rassembla 60 guerriers et les exhorta au courage avec force, railleries et sarcasme. C'était une entreprise suicidaire, mais adaptée aux circonstances. Échappant à une embuscade, ils neutralisèrent une section de cavaliers lourds, mirent les autres en déroute et capturèrent les 23 basiques avant qu'ils aient eu le temps de se rendre compte que tout était perdu. Les porteurs d'engins reculèrent, ivres de fureur et dans l'impossibilité d'utiliser leurs armes par crainte d'anéantir leur maître. Les cavaliers lourds avancèrent avec maladresse pour attaquer. Ils ne s'arrêtèrent qu'au moment où Kergan Baalbek exécuta une pantomime, indiquant clairement que les basiques seraient les premiers à succomber. Déconcertés, les cavaliers lourds battirent en retraite. Kergan Baalbek, ses hommes et les 23 prisonniers en profitèrent pour disparaître dans l'obscurité. La longue nuit d'Aerlit arriva à son terme.
ponctué de grondements de tonnerre. La tempête de l'eau balaya l'est, puis se retira majestueusement vers l'ouest. Skene, flamboyant, fit alors son apparition. 3 hommes sortirent du vaisseau des Basiques, un porteur d'engin et 2 traqueurs. Ils escaladèrent les falaises des Orebanbek, tandis que voltigeait au-dessus d'eux une petite aile volante à peine plus grande qu'une plateforme flottante, plongeant et virant dans le vent à la manière d'un cerf-volant mal équilibré. Les 3 hommes avancèrent péniblement vers le sud, en direction des hauts éboulis, région chaotique d'ombre et de lumière, de roches fragmentées, de pics et de boulders empilés les uns sur les autres, le refuge habituel des hommes pourchassés. Faisant halte devant les éboulis, le porteur d'engin appela Kergan Bandbek et lui proposa de parlementer. Ce dernier accepta. Le plus étrange des colloques de l'histoire d'Aerlit eut alors lieu. Le porteur d'engin s'exprimait difficilement en langage humain, car ses lèvres, sa langue et sa glotte étaient plus adaptés à celui des Basiques. Vous détenez 23 de nos vénérés. Il est nécessaire que vous les fassiez sortir en toute humilité. Il affichait un air de douce mélancolie et parlait avec pondération, sans rien affirmer, ni imposer, ni suggérer. Son processus mental, à l'instar de ses habitudes linguistiques, avait été formé sur le modèle basique. Kergan Bandbek, un grand homme sec aux sourcils noirs et brillants et aux cheveux de la même couleur, laqués et dressés en une crête à 5 longues pointes, éclata d'un rire sans humour. Et si nous parlions des habitants d'Aerlit que vous avez tués et de ceux que vous retenez prisonniers dans votre vaisseau? Le porteur d'engin inclina le buste avec zèle. C'était un homme imposant au noble profil aquilin. Il n'avait pas de cheveux, excepté quelques petits rouleaux de toison jaune clairsemés. Sa peau luisait comme si elle avait été polie. Ses oreilles, en cela il différait nettement des hommes inadaptés d'Aerlit, n'étaient que de fragiles et minuscules opercules. Il portait un simple vêtement bleu foncé et blanc et n'était armé que d'un petit éjecteur universel. Il répondit à la question de Kergan Bandbek sur un ton parfaitement calme et pondéré. Les habitants d'Aerlit qui ont été tués sont morts. Ceux qui se trouvent à bord du vaisseau seront fluidifiés dans la sous-strate. L'apport de sang frais est pour celle-ci d'une valeur inestimable. Kergan Bandbek dévisagea le porteur d'engin avec mépris. Par certains côtés, songea-t-il, cet homme modifié, à la consanguinité soigneusement élaborée, ressemblait au sacerdote de sa propre planète, notamment à cause de sa peau claire et de ses traits fermement sculptés et de la longueur de ses membres. Peut-être était-ce de la télépathie, peut-être une trace de cette odeur aigre-douce si caractéristique avait-elle été transportée jusqu'à lui. Toujours est-il qu'en tournant la tête, il remarqua un sacerdote debout parmi les rochers à quelques pas de là. Il était nu, mis à part son torque d'or et ses longs cheveux bruns flottant derrière lui comme un fanion. Respectueux des anciennes convenances, Kergan Bandbek ne fit que le traverser du regard, comme s'il n'existait pas. Le porteur d'engin, après lui avoir jeté un rapide coup d'œil, l'imita. « J'exige que vous libériez le peuple d'Aerlit prisonnier dans votre vaisseau, » dit Kergan Bandbek d'un ton monocorde. Son interlocuteur secoua la tête en souriant et fit de son mieux pour se faire comprendre. Le sort de ces gens n'a pas lieu d'être discuté. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Leur destin est déterminé, quantifié, scellé, établi. Il n'y a rien à ajouter. Le sourire de Kergan Bandbek se mua en une grimace cynique. Il resta distant et silencieux pendant que le porteur d'engin continuait d'une voix rauque. Le sacerdote se mit à avancer à petits pas. Vous comprendrez que les événements suivent un schéma préétabli. Mon rôle, ainsi que celui de mes semblables, consiste à modeler les événements afin qu'ils s'adaptent à ce schéma. Il s'inclina et, d'un geste gracieux du bras, ramassa un petit caillou au contour déchiqueté. Tout comme je peux broyer ce morceau de roche pour l'adapter à un orifice rond. Kergan Bandbek se pencha, prit le caillou et le lança par-dessus des rochers éboulés. « Vous ne modèlerez jamais ce morceau de roche pour le faire entrer dans un trou arrondi. » Le porteur d'engin secoua la tête en signe de désapprobation. « Il restera toujours de la roche. » « Et il y aura toujours d'autres trous. » Reprenons notre discussion alors.
Je suggère de modeler cette situation pour parvenir à un accord parfait. Que proposez-vous en échange des 23 greffes? Le porteur d'engin haussa les épaules d'un air gêné. Les idées de cet homme étaient aussi sauvages, barbares et injustifiées que les pointes gominées de sa coiffure. Si vous voulez, je peux vous donner des conseils et des instructions pour que... Kergon Bonbeck, d'un geste brusque, l'interrompit. Je pose 3 conditions. Le sacerdote n'était plus qu'à 10 enjambé, le visage impassible, le regard vague. Premièrement, la garantie qu'il n'y aura pas de futures attaques contre les hommes d'Aerlith. 5 greffes doivent rester sous notre garde comme otages. Deuxièmement, pour sécuriser la validité permanente de cette garantie, vous devez me fournir un vaisseau spatial équipé, armé, prêt à fonctionner et m'apprendre à m'en servir. Le porteur d'engin rejeta la tête en arrière et émit une série de bêlements nasillards. Troisièmement, vous devez libérer tous les hommes et toutes les femmes qui sont à bord de votre vaisseau. Le porteur d'engin sia et, d'une voix enrouée, adressa quelques mots rapides de stupéfaction au traqueur. Ceux-ci s'agitèrent, mal à l'aise et impatients, regardant Kergan Bonbeck de travers comme si c'était un barbare doublé d'un fou. Au-dessus d'eux planait l'appareil volant. Le porteur d'engin leva les yeux et cette vision sembla lui procurer un certain encouragement. Affichant une nouvelle attitude de fermeté, il se retourna vers Kergan Bonbeck et reprit la parole comme si le précédent échange verbal n'avait jamais eu lieu. Je suis venu vous informer qu'il vous faut libérer les 23 vénérés sur le champ. Kergan Bonbeck réitéra sa demande. Vous devez me fournir un vaisseau spatial. Vous ne devez plus nous attaquer. Vous devez libérer les captifs. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Le porteur d'engin parut troublé. Cette situation est particulière, indéfinie, inquantifiable. N'êtes-vous pas capable de me comprendre? Hurla Kergan Bonbeck exaspéré. Il regarda le sacerdote, acte d'une parfaite inconvenance, puis s'adressa à lui de façon totalement insolite. Sacerdote, comment puis-je négocier avec ce crétin? Il semble ne pas m'entendre. Le sacerdote se rapprocha d'un pas, le visage aussi impassible et aussi terne que précédemment. Comme il vivait selon un principe qui lui interdisait de s'ingérer activement ou intentionnellement dans les affaires d'autrui, il ne pouvait répondre aux questions que d'une manière spécifique et limitée. Il vous entend, mais vos idées ne se rencontrent pas. Son mode de pensée calqué sur celui de ses maîtres est sans commune mesure avec le vôtre. Quant à la façon dont vous devez négocier avec lui, je ne peux me prononcer. Kergan Bonbeck se tourna de nouveau vers le porteur d'engin. Avez-vous entendu ce que je vous ai demandé? Avez-vous compris mes conditions pour la libération des greffes? Je vous ai parfaitement entendu. Répondit le porteur d'engin. Vos paroles n'ont aucun sens. Ce ne sont qu'absurdités, paradoxes. Écoutez-moi attentivement. Le quantum de Fatum, déterminé et absolu, fait que vous devez nous rendre les vénérés. Il est irrégulier et contraire à l'ordre des choses que vous possédiez un vaisseau quelconque ou que vos autres souhaits soient exaucés. Le visage de Kergan Bonbeck vira au rouge. Il se tourna à moitié vers ses hommes et, réfrénant sa colère, il parvint à articuler avec calme et clarté. « Je possède quelque chose que vous convoitez. Vous avez quelque chose que je désire. Trouvons un arrangement. » Pendant 20 secondes, les deux hommes s'affrontèrent en se regardant droit dans les yeux. Puis, le porteur d'engin prit une profonde inspiration. Je vais m'expliquer avec vos mots afin que vous compreniez bien. Les certitudes, non, pas les certitudes. Les assurances existent. Ce sont des unités de certitude, des quantas d'ordre et de nécessité. L'existence et la succession constante de ces unités, l'une après l'autre. Le mouvement de l'univers peut être énoncé en fonction de ces unités. L'irrégularité, l'absurdité, c'est un peu comme une moitié d'homme qui ne posséderait qu'un demi-cerveau, un demi-cœur et la moitié de ses organes vitaux. Leur existence n'est pas acceptable. Que vous déteniez 23 vénérés captifs est l'une de ces absurdités, un outrage au cours rationnel de l'univers. Kergan Bonbeck leva les mains et se tourna une fois de plus vers le sacerdote. « Comment puis-je faire cesser ces idioties? Comment puis-je leur ramener à la raison ?» Le sacerdote réfléchit. « Ce ne sont pas des idioties, mais plutôt un langage que tu ne saisis pas.
Tu peux lui faire comprendre le tien en effaçant de son esprit tout ce qu'il sait, tout ce qu'on lui a appris, et le remplacer par tes propres schémas. Kergan Bonbeck réprima une sensation troublante de frustration et d'irréalité. Pour obtenir une réponse précise de la part d'un sacerdote, il fallait lui poser une question bien précise. En effet, il était déjà incroyable que ce sacerdote se prête à son interrogatoire. Après avoir réfléchi, il lui demanda « Que me suggères-tu pour négocier avec cet homme ?»« Libère les 23 greffes. » Le sacerdote effleura les 2 boules identiques situées sur le devant de son torque d'or, geste rituel indiquant qu'il avait accompli, malgré sa répugnance, un acte susceptible en théorie de modifier le cours du futur. Il toucha de nouveau son torque, puis psalmodia. « Libère les greffes. Alors, il partira. » Kergan Bonbeck s'écria avec une rage non contenue. « Et toi alors? Qui sers-tu? L'homme ou le greffe? Dis-nous la vérité. Parle !» « Par ma foi, par mon credo, par l'authenticité de mon tande, je ne sers que moi-même. » Le sacerdote tourna son visage vers la grande crevasse du mont Gétron et s'éloigna lentement. Le vent fit voleter sa longue chevelure fine. Kergan Bonbeck le regarda partir, puis, avec un air froid et décidé, dirigea de nouveau son regard vers le porteur d'engin. « Votre discours à propos des certitudes et des absurdités est intéressant. Je pense toutefois que vous confondez les deux. Ça, c'est une certitude d'après moi. Je ne libérerai pas les 23 greffes tant que vous n'aurez pas accepté mes conditions. Si vous persistez à nous attaquer, je les couperai en 2 pour démontrer et illustrer votre figure de rhétorique. Peut-être finirai-je alors par vous faire admettre que les absurdités sont possibles. Je n'ajouterai rien de plus. » Le porteur d'engin, empli de compassion, secoua doucement la tête. « Écoutez, je vais vous expliquer. Certaines conditions sont inconcevables, elles sont inquantifiables, non destinées. » « Partez! Sinon vous irez rejoindre vos 23 greffes vénérées et je vous apprendrai à quel point l'inconcevable peut devenir réel. » Maugréant et marmonnant, le porteur d'engins et les 2 traqueurs pivotèrent et quittèrent les éboulis pour redescendre dans la vallée en direction des Orebanbeck. Loin, au-dessus d'eux, l'engin volant plongeait et virevoltait, voltigeant comme une feuille morte. De leur cachette, au milieu des crevasses, les hommes du Val Banbeck furent bientôt témoins d'une scène incroyable. Une demi-heure après avoir rejoint son vaisseau, le porteur d'engin revint en sautillant et en gambadant. D'autres le suivaient, porteurs d'engins, traqueurs, cavaliers lourds, ainsi que 8 greffes. Tous s'agitaient, sautaient et couraient en tous sens de façon désordonnée. Sur les portes du vaisseau, des lumières de différentes couleurs s'allumèrent et le bruit sourd d'un mécanisme maltraité retentit. « Ils sont devenus fous !» grommela Kergan Bonbeck. Après un instant d'hésitation, il ordonna. « Rassemblez tous les hommes. Nous allons attaquer pendant qu'ils sont sans défense. » Les hommes du Val Banbeck se précipitèrent des hauts éboulis. Alors qu'ils descendaient les falaises, quelques hommes et femmes de la vallée Sadro, prisonniers à l'intérieur, sortirent du vaisseau timidement. Ne rencontrant aucun obstacle, ils prirent la fuite vers le village Banbeck. D'autres les imitèrent. Les guerriers de Banbeck atteignirent alors la vallée. À côté de l'engin, toute agitation avait disparu. Les étrangers se recroquevillaient en silence contre la carlingue. Une violente explosion retentit soudain, suivie d'une gerbe de flammes blanches et jaunes. Le vaisseau se désintégra. Un immense cratère creusa le sol de la vallée. Des morceaux de métal se mirent à pleuvoir sur les guerriers de Banbeck qui attaquaient. Kergan Bonbeck observa ce spectacle de désolation. Lentement, épaules baissées, il rappela ses gens et les reconduisit vers leur vallée détruite. Les 23 greffes attachés l'un derrière l'autre par des cordes fermaient la marche. Hagards, malléables, ils avaient déjà pris leur distance avec leur existence précédente. On ne pouvait pas lutter contre l'ordre du destin. Les circonstances présentes ne pouvaient s'appliquer à ces 23 vénérés. Le mécanisme devait donc s'ajuster pour permettre un enchaînement d'événements heureux. Aussi, ces 23 êtres étaient devenus autre chose que des vénérés, des créatures d'un genre totalement différent. Si cela était vrai, qu'étaient-ils?
Ils se posaient mutuellement la question à voix basse en descendant la falaise qui menait au Walbahnbeck. C'était Les Maîtres des Dragons, un roman court par Jack Vance. Chapitre 2. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.